Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo elle est importante. La chaîne a passé les 50 000 abonnés. Donc déjà, je me devais de vous dire un grand merci pour ça, vraiment. Je suis dépassé par les événements et c'est une super belle chose, c'est une super belle aventure et c'est grâce à vous. Voilà. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, vu que c'est grâce à vous, je me devais forcément de vous remercier. Donc j'ai réalisé un cours de peinture vraiment complet, gratuit, que vous allez découvrir tout de suite après. Et je vais tout vous montrer pour que vous puissiez réaliser un tableau. Même si vous commencez aujourd'hui la peinture, vous allez pouvoir faire un beau tableau à la peinture acrylique en utilisant la technique de l'acrylique pouring. Pas d'inquiétude, vous allez voir, l'approche elle est simple. Si vous suivez vraiment tous mes conseils, il n'y a pas de souci, vous pourrez avoir le même résultat. Je tiens à préciser que c'est un cours, donc la vidéo est longue. Pour ceux qui sont tentés d'avancer dans la vidéo ou de ne pas regarder certains morceaux, je vous le dis tout de suite, ça ne fonctionnera pas. Vous n'aurez pas le même résultat. Il faut bien regarder attentivement, écouter tous mes petits conseils parce que vraiment, vous allez voir que c'est dans les petits détails de ce que je vais vous donner qui vont vraiment faire toute la différence. L'acrylique pouring, c'est instable, il faut faire attention d'utiliser les bons produits de la bonne façon pour vraiment que cela fonctionne, que vos couleurs vibrent et puis arriver à figer et à avoir le même résultat. Donc dans ce cours, on va tout voir. Je vais vous montrer le matériel que j'utilise, la réflexion qu'il y a eu en amont pour pouvoir réaliser ce tableau sur le choix des couleurs, les harmonies, etc. On va faire ensuite tous les mélanges, le petit travail d'alchimiste qui fait qu'on va utiliser les bons produits de la bonne façon, bonne quantité, au bon endroit et surtout dans le bon ordre pour arriver à voir les résultats escomptés. On va voir que on va utiliser des pigments purs, on va utiliser des petites choses pour vraiment sublimer votre tableau. Avant de commencer, comme je vous ai dit, ce cours donne 1 heure, je vous l'offre. La seule chose que j'ai à vous demander, s'il vous plaît, c'est de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Donc merci beaucoup de jouer le jeu, et puis moi je vous dis à tout de suite pour le début de ce cours. Voilà, c'est parti. Revue du matériel. Alors ne prenez pas peur, hein. J'ai bien conscience qu'il y a beaucoup de choses. Vous allez voir, on n'a pas besoin forcément de tout. Mais je vais vous présenter ce matériel. Soyez bien quand même attentifs à tout ça. Comment on va faire pour ce cours? Pour ceux qui n'ont jamais suivi un de mes cours, que ce soit gratuit ou payant, on commence par la revue du matériel. La revue du matériel, c'est ici une sélection de matériel simple. Tout ce qu'il va vous falloir pour faire exactement le tableau que je vous propose aujourd'hui. Alors le pouring, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de recettes. Il y a plein de recettes, on peut le faire avec du matériel un peu plus académique, c'est ce que je vous propose aujourd'hui pour garder vraiment un peu plus de contrôle, ou utiliser des produits, on va dire, un peu système B, des produits qui ne sont pas issus du milieu des beaux-arts, chose que je ne vous recommande pas forcément, parce que vous allez avoir un peu des effets qui ne sont pas forcément attendus. Donc déjà, le pouring, qu'est-ce que c'est? Le pouring, c'est une technique qui est pas mal en fait quand on débute, parce qu'elle vous permet un peu de lâcher prise, et de laisser faire plus ou moins le hasard. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais le concept, c'est de prendre une peinture acrylique, de la mettre à un état semi-liquide, on va dire, pour pouvoir, du coup, par mélange, arriver à faire des effets qui sont assez sympas. Confronter les couleurs les unes les autres, faire couler, et on laisse agir, voilà, faire des alvéoles, etc., etc. Les peintures aujourd'hui que je vous propose d'utiliser. Alors j'avais pris un peu dans ce que j'avais. Il y a une réflexion sur les couleurs, bien entendu, mais du coup, en fonction de mes stocks, ce qui est bien, c'est que j'ai différentes marques de peinture. Ça vous montre une fois de plus que les peintures acryliques sont toutes compatibles les unes avec les autres, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mes couleurs favorites aujourd'hui, les System 3, qui sont peintures super fines. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes marques que moi, hein. Il n'y a aucun souci. Par contre, sur les couleurs, essayez de respecter les couleurs que je vous propose. Sinon, vous n'aurez pas le même résultat que moi. Donc un blanc titanium, gamme System 3 de Delaunay, un noir de Mars. Vous pouvez prendre un autre noir, c'est juste pour faire les bords, hein, qu'on va utiliser ce noir. Un violet prismatique, c'est le nom de ce violet-là qui est chez Liquitex, gamme Basics, peinture que j'ai beaucoup utilisée également. Et une peinture dorée. Alors, peinture dorée, ici c'est du Deep Gold, de la gamme Standard Series de Amsterdam. Hein. Donc ces deux sont des peintures fines, mais aussi des très bonnes peintures. Ça fait 10 ans que je les utilise. Aucun souci. Alors par contre, je fais une parenthèse, je vous le dis tout de suite, je vais beaucoup parler. Certains parfois me reprochent dans mes cours, dans les cours gratuits que je donne en ligne, c'est trop long, ça dure 1 heure, etc. Je suis désolé pour ça. Ceux qui pensent que c'est trop long, n'ont pas 1 heure à prendre pour apprendre ces techniques-là, autant partir de cette vidéo. C'est peut-être pas forcément pour vous. Moi, la peinture, je considère ça comme quelque chose de sérieux. Si on veut du résultat, il faut prendre le temps,
vraiment prendre le temps de comprendre les choses. Donc je referme la parenthèse, je sais que beaucoup me comprendront. Pour ceux qui ne me comprennent pas, eh bien tant pis, j'en suis désolé. C'est ma méthode et je fonctionne comme ça. Donc je vais prendre mon temps pour parler, parce que je veux vraiment que vous ne ratiez rien. Il y a beaucoup de pièges, il y a des choses à faire et surtout des choses à ne pas faire. Et c'est ce que je vais vous donner aujourd'hui comme astuce. Je ne vais pas faire une vidéo accélérée, je vais vraiment vous donner tous les détails pour que vous puissiez, pour que vous ne tombiez pas dans les pièges, que vous puissiez vous-même faire la peinture que je vous propose aujourd'hui. Franchement, c'est les détails, c'est les petites choses qui font vraiment faire la différence. Donc restez bien, mais bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'insiste. Voilà, je referme la parenthèse. Pour les couleurs, comme je le disais, il y a une réflexion. Forcément, il y a une réflexion. Cette couleur dorée, c'est une idée qui m'est venue. Je me suis dit, tiens, il va avoir, je veux une couleur orangée, parce que chromatiquement, je veux être à peu près sur une complémentaire, même si on ne l'est pas immédiatement, mais en tout cas, prendre un violet et utiliser une couleur jaune ou orangée fonctionne très bien. Donc ici, l'idée était d'avoir cette teinte un peu orangée, mais en donnant de la brillance. Le petit côté brillant doré est très intéressant quand on fait du pouring, vous allez le voir. Et on l'appuiera avec des pigments. Donc ces deux couleurs fonctionnent très bien ensemble, et vous voyez que à part le blanc, le violet et le doré, on ne va pas aller plus loin. On va pas aller plus loin. Le piège du pouring aussi, c'est de mettre plein de couleurs. On dirait, tiens, j'aime bien le violet, je mets un peu de violet. Ah, j'aime bien le pourpre, je mets du pourpre, je vais mettre un peu de rose, je mets un peu de vert. Et boum, ça devient n'importe quoi. Tout se mélange. Il n'y a aucune lecture dans le tableau, ça devient n'importe quoi. Il faut y aller doucement. Donc vraiment un conseil, restez sur ces teintes-là. Après, vous pouvez expérimenter avec d'autres, mais commencez par ces teintes-là. Vous allez voir que c'est moins il y a de teintes, plus ça sera facile d'avoir un beau résultat. Pour ce qui est des produits, pour faire du pouring, on va utiliser une de mes recettes. Donc j'utilise du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. 1 tiers de chaque produit, c'est-à-dire 1 tiers de peinture, 1 tiers d'eau et 1 tiers de médium. Pour le médium, je voulais vous montrer aujourd'hui l'alternative, parce que je sais qu'il y a plusieurs produits, qu'il y a plein de recettes. Moi, je vais utiliser, j'en ai jamais été déçu, le médium pouring de Liquitex. Bien sûr, c'est des produits qui ont un certain coût, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus cher qu'une bouteille comme ça, mais franchement, vous allez quand même voir la différence. Aujourd'hui, je reviens sur ce que j'ai pu dire à l'époque, il y a quand même une différence, et vous allez garder beaucoup de contrôle, surtout pour le pouring. Je vous recommande vraiment ce médium de lissage, il est très qualitatif, il y a de très bons résultats. Certains vont utiliser des produits alternatifs qui n'est pas issu du milieu des beaux-arts, comme l'Easycryl. L'Easycryl, vous pouvez le trouver Castorama ou dans ce type de magasin. Je crois que cette marque ne se fait plus forcément, donc vous avez d'autres marques qui sont, voilà, qui font à peu près la même chose. Donc ici, c'est un additif de peinture, mais c'est aussi un retardateur de séchage. Certains l'utilisent pour faire du pouring. Franchement, les résultats ne sont pas exceptionnels. Moi, j'ai quand même du mal avec ce type de produit à avoir le même rendu qu'avec un médium de lissage spécifique, vraiment. Second effet qui se coule, vous allez... c'est un retardateur de séchage. Votre peinture va mettre beaucoup plus de temps à sécher. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Votre peinture peut continuer à s'écouler, à s'écouler, à s'écouler. Ça va ruiner votre résultat. Donc, pour ceux qui maîtrisent bien, vous pouvez essayer avec ce type de produit, mais voilà, je ne garantis pas le résultat, mais c'était pour vous montrer une alternative. Nous, on va surtout utiliser ça, peinture et de l'eau. 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Tout simplement. Je reste toujours sur cette recette maintenant. Très bon résultat. Ensuite, du molding paste. Pourquoi du molding paste ici? Parce que cette fois-ci, on va préparer notre châssis. On va essayer de, pour pas avoir des problèmes, des alvéoles, des trous dans la toile, des trous de peinture, des manquements, ou tout simplement pour pas trop voir le grain de la toile, on va bien préparer notre toile cette fois-ci. On pourrait le faire au gesso, mais une façon d'avoir encore plus de densité, de gommer plus rapidement le grain de la toile, c'est avec du molding paste. Mais molding paste classique, hein, pas haute densité. On fera 1 à 2 couches au couteau, directement, pour avoir un résultat bien lisse. Et pour que notre peinture ne soit pas absorbée par la toile. Voilà. Je vous montrerai ça aussi dans ce cours. Ici du vernis, mon vernis brillant, mon chouchou, vous le connaissez maintenant, qui va nous permettre d'avoir une superbe finition brillante, je vous le garantis. Mon spray à eau, aujourd'hui, là, on ne va pas forcément avoir besoin de la diffuser en spray. Vous pouvez très bien prendre un verre d'eau, un récipient avec de l'eau à côté, ça fonctionnera très bien. Du silicone. Alors attention. Là, on est dans du facultatif. Je vais vous montrer 2 produits qui sont facultatifs. Le silicone, très instable au début quand on n'a pas l'habitude. On va en utiliser une seule goutte. Donc, voilà. Et vous allez voir qu'avec une goutte, on peut avoir de belles alvéoles. Mais, si c'est votre premier tableau,
Je sais que c'est très tentant, mais il est peut-être intéressant de le mettre de côté et de ne pas l'utiliser tout de suite. Si toutefois vous avez décidé de l'utiliser, à vos risques et périls, moi je prends de la WD-40, mais c'est un lubrifiant silicone. Vous pouvez prendre n'importe quel lubrifiant au silicone. Nous, ce qu'on veut, c'est la formule silicone, c'est le silicone du produit. Par contre, WD-40, attention, elles ne sont pas toutes au silicone. Vérifiez bien dessus qu'il y a écrit lubrifiant au silicone. Si vous prenez une autre version, ça ne fonctionnera pas, les alvéoles ne pourront pas naître dans votre peinture. Donc après, d'autres utilisent de l'huile de silicone, il y a plein de produits, donc moi, ça fait un moment que j'utilise ça, je reste là-dessus. Pas forcément le plus académique, mais ça fonctionne très bien. Ensuite, des pigments d'or. Alors ça fait des années que je l'ai, je me suis dit, tiens, ça va me permettre de pouvoir en faire quelque chose, parce que je l'utilise rarement. C'est un pot qui a un certain coût, mais dedans, vous en avez pour des années de peinture. Ça va faire 10 ans que j'ai ce pot, en fait. Hein. Et dedans, c'est vraiment de la poudre d'or. Et j'en mais partout, voilà. Alors, les pigments d'or, ça va nous permettre de faire une petite voie lactée, des petites étoiles très brillantes par-dessus, dans notre tableau. Et ça, on le voit pas souvent. C'est vraiment moi qui ai envie de rajouter cette petite touche à notre peinture dorée, à notre peinture. On va mettre des petits pigments directement en cours de séchage dans notre tableau. Et sinon, habituellement, ces pigments, on les utilise avec un liant, et c'est tout simplement une des composantes de votre peinture. Hein. Ici, vous avez tout simplement la même chose, sauf que vos pigments ont été mélangés avec un liant. Je continue. Les récipients. Alors je vous recommande vraiment d'aller sur du verre. Je vous recommande vraiment d'aller sur du verre. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'acheter du plastique, de jeter. Donc je vous pousse vraiment à utiliser du verre, ça se lave très bien. Ces pots, je les ai déjà utilisés, j'ai laissé sécher de la peinture dedans. Après, il suffit de les tremper, de mettre un peu de vinaigre blanc dedans, par exemple, de laisser 24 heures, même si vous avez une peinture complètement incrustée, tout va se détacher. Il n'y a aucun souci, Des petits pots en verre, 3 petits, un peu plus grand, même si vous en avez 4 petits, pour ce qu'on va faire aujourd'hui, ça fonctionnera largement, parce qu'on n'a pas besoin d'autant de contenance pour un tableau comme ça. Pour ceux qui n'ont jamais fait de pouring, les pots, ils servent à quoi? Ils servent à faire les mélanges qu'on va utiliser pour notre peinture, médium, liant, etc. Très important. Pour le pouring, indispensable. Après, au niveau des outils, un cutter pour ouvrir la toile, un couteau à peindre qui va nous servir pour plein de petites choses. Ça peut dire pour combler les manquements sur les tours autour du tableau, pour aider à faire glisser la peinture, pour passer notre molding paste. Donc voilà, un petit couteau, quelle que soit la taille, je vous recommande vraiment d'en avoir un. Un petit rouleau pour faire les bords, parce qu'on va faire les bords en noir de notre tableau. Je sais que certains vont dire, c'est dommage, il faut laisser couler la peinture. Non, je suis désolé, moi je préfère faire des bords noirs. Voilà, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Mon Posca taille 07, Posca taille 07 couleur noire, que j'utilise systématiquement pour signer mes œuvres. Vous verrez que c'est enfantin, et si vous avez du mal à signer avec un pinceau, foncez vous achetez un Posca. À la peinture acrylique, peinture à l'eau, voilà, il y a plusieurs versions. Un petit pinceau mousse, le pinceau mousse ici, il va nous servir à appliquer le vernis, notre super vernis. Avec ce pinceau, pas de souci, vous pourrez appliquer facilement, il n'y aura pas de perte de produit, on va rien gaspiller, donc je vous recommande, surtout si vous avez du mal à appliquer vos vernis, c'est ma petite astuce. Des petites touillettes, alors désolé, ici elles sont en plastique. J'ai pas trouvé de touillettes en bois, mais je vais tout faire pour les réutiliser, je les laverai bien entendu, et donc voilà, une touillette par pot. Hein. Il vous faut bien une touillette par pot, parce que c'est ce qui va nous permettre de faire notre mélange. Ensuite, une petite pipette. La petite pipette, bon, pas force. Je vous recommande d'en avoir une pour tout simplement aller chercher la goutte de silicone. C'est-à-dire que le silicone, on va en mettre un peu dans un pot, et après on va prendre une goutte avec la pipette, parce qu'on avait vraiment... c'est de l'alchimie, hein, le pouring. C'est vraiment... donc on va vraiment devoir mettre qu'une goutte dans notre blanc. Des punaises. Alors pourquoi les punaises? Classique, hein, que vous allez mettre derrière votre châssis. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre tout simplement de rehausser votre châssis pour pas que la peinture coule et colle votre châssis. Vous verrez que c'est une des problématiques du pouring, on va en mettre partout, hein, vraiment. Donc pour bien faire les choses, les punaises. Au début, moi je passais ce genre d'étape et je gâchais tous mes tableaux. Une palette. Palette, hein, moi c'est toujours de la recycle. Ça s'enlève très facilement l'acrylique quand vous peignez là-dedans. Ça vous permet de bien travailler. Pourquoi on a besoin d'une palette? Ça sera uniquement pour faire les bords noirs. Et ensuite, je finis par le châssis. Je vous en ai pas parlé. Donc le châssis, ici, c'est un châssis 15 par 15. Certains vont dire, ah, mais moi je veux faire plus grand. La faites plus grand, c'est le meilleur moyen de vous planter. Voilà. Il faut
commencez petit. Surtout pour du pouring, si vous voulez un beau résultat, si vous voulez les alvéoles ne sont pas immenses, elles ne sont pas très grandes. Donc si vous voulez vraiment un bon équilibre avec votre composition, c'est bien de prendre un petit châssis. Donc moi j'avais acheté un lot, voilà, tout simplement de châssis 15x15, quelle que soit la marque. Bon, celles-là sont sans clé, mais vous verrez que donc, bah, c'est très très bien pour ce qu'on a à faire. Du 15x15, petit format, au moins ça coûte pas grand-chose aussi. Et puis ça va vraiment vous permettre de bien vous exprimer correctement et de ne pas vous frustrer tout de suite avec un mauvais résultat. Donc c'est parti, on va préparer le châssis et on va se lancer dans la création de ce... Et voilà, c'est parti, on se retrouve pour ce nouveau cours. Je suis très content du coup de vous retrouver et de pouvoir faire ce tableau avec vous. Le pouring, c'est pas forcément ma technique de prédilection, mais ça reste de l'acrylique. Après, pourquoi je ne fais pas plus souvent du pouring? Le pouring, c'est bien, quand on débute, je trouve que c'est bien pour expérimenter. Alors bien sûr, certains sont confirmés, voire experts, et font du pouring, il n'y a aucun souci. Mais il y a quand même ce caractère aléatoire que moi je n'aime pas forcément. C'est-à-dire qu'on va faire des mélanges de peinture, on va mettre sur la toile, et en fonction de ça, on va avoir un résultat qu'on ne maîtrise pas systématiquement. C'est ce que vous allez voir. Et c'est un peu ce côté-là qui me dérange. Attention, c'est très personnel. C'est vraiment très personnel, et donc voilà, c'est juste pour partager mon avis avec vous. Autre chose qui me dérange, c'est le gaspillage de peinture. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une bonne quantité de peinture. Si on n'en met pas assez, le problème c'est qu'ici vos bords ils vont pas être remplis. Vos bords vont pas être remplis, ça va être difficilement récupérable et vous risquez de gâcher votre création. Donc il faut quand même une quantité optimale, on va dire, de peinture. Sous-entendant qu'en bougeant, on va faire couler la peinture sur les côtés. Et certains vont dire, oui, mais tu peux la récupérer cette peinture. Vous avez été beaucoup à me le dire pour le cours numéro 1. Alors je suis désolé, mais non. Dans mon cas, quand on fait du pouring, on veut quand même des délimitations entre les teintes. Quand on va faire couler, quand on va bouger notre châssis, il y aura déjà eu pas mal de mélanges, pas mal de rencontres, on va dire, entre nos différents produits, nos différentes teintes. Donc vous vous retrouvez avec une sorte de mélange ici que vous allez prendre, que vous allez récupérer, que vous allez réutiliser. C'est pas top. Vous pouvez l'utiliser, comme on le fera peut-être tout à l'heure, au couteau pour combler un peu les bords, ça y a pas de souci, mais faire une nouvelle création à part entière avec, non, moi je n'y crois pas. En tout cas, ça fonctionne pas pour moi, et dans mon cas, c'est pas le résultat que je veux. Mais on va tout faire pour gaspiller le minimum de peinture. Alors, comme vous pouvez le voir, un bout de carton, c'est la chose la plus simple, et c'est là que j'ai le résultat le plus efficace, et que je vais garder un plan de travail à peu près propre. Comme vous savez, d'habitude, je peins par-dessus mon plan de travail, il n'y a pas de souci, je peux déborder. Mais en pouring, on ne peut pas. Vous allez faire des amas de peinture qui vont être très compliqués à enlever. Donc travaillez, mettez un petit support. Moi, c'est un bout de carton, qui est un peu plus grand quand même que le châssis. Et ce que je vais faire aussi, très important, alors support rigide, hein, c'est ce que je vous recommande. Des cales en carton. J'ai fait des petites cales, pourquoi? Si vous avez le luxe d'avoir un niveau, moi j'en ai pas à l'atelier, je sais, alors il faudrait que je m'équipe, hein, j'en ai un à la maison. Il est intéressant de vérifier votre châssis où il en est, c'est-à-dire s'il est parfaitement plat ou autre. Et même quand c'est parfaitement plat, vous allez voir que votre peinture, elle va partir d'un côté ou de l'autre, et souvent ça peut gâcher tout votre tableau en pouring. Vraiment. Donc pour pallier ça, moi j'utilise des petites cales en carton. C'est-à-dire je vais couper des petits bouts de carton. Et si j'ai trop de peinture, si j'ai la peinture qui part à gauche, qu'est-ce que je vais faire? Hop, je compense ici, j'en mets un là, je peux en mettre un là pour faire remonter. Et de cette façon-là, voilà, ici, et de cette façon-là, vous voyez, je vais surélever mon niveau, je vais surélever mon châssis, je vais pouvoir orienter à ma guise le sens de ma peinture. Restez bien jusqu'au bout, j'insiste, mais il va y avoir des étapes subtiles, il ne faut rien négliger. Quand on fait du pouring, il faut vraiment tenir compte de la recette, et on va voir toutes les différentes étapes, il faut vraiment ne rien rater. Donc je ne vous recommande pas de faire des sauts dans la vidéo, d'accélérer. Alors c'est parti, je vais ouvrir mon châssis, donc tout simplement avec un cutter, hein, je vous épargne ça, vous y allez délicatement et vous ouvrez votre petit châssis. Petit châssis, je l'ai retendu. C'est-à-dire que quand je l'ai ouvert, il était assez détendu, donc je ne vous l'ai pas montré sur la vidéo, mais le souci avec ce châssis-là, c'est qu'il n'a pas de clé. Pourquoi? Parce que c'est un petit format, du 15x15, donc il n'y a pas de clé. Et le souci, c'est que ma toile était quand même détendue. Parce que, pour être honnête, j'ai acheté ces châssis il y a déjà un bon moment. Celui-là, j'en ai plusieurs exemplaires. C'est pas top. On voit vraiment la toile, regardez ça. Ça, c'est un souci. Donc, comment faire? Ma petite astuce, si vous n'avez pas de clé, pour retendre une toile, c'est vous prenez vos sèche-cheveux ou votre décapeur thermique et vous chauffez votre toile. Pendant bien 5-10 minutes, vous chauffez, pas trop près, vous chauffez. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre toile, elle va se resserrer. Le coton, quand on le sèche, il va avoir tendance à se recrisper, à se sécher, et du coup, votre toile, elle va se tendre tout naturellement. A contrario, on peut détendre avec de l'humidité, avec de l'eau. Enfin voilà.
ici, je me retrouve avec une toile finalement, qui maintenant est tendue, qui est à peu près tendue, donc c'est super. Alors que tout à l'heure, c'était vraiment pas le cas, hein. Voilà, donc c'était ma petite astuce. Ça peut être intéressant à faire. Étape facultative, non obligatoire, mais je vous recommande quand même de le faire, c'est de mettre une couche d'après. On peut mettre du gesso, du molding paste. Moi, dans mon cas, je vais mettre un molding paste classique. Pourquoi? Parce qu'il va être un peu moins liquide que mon gesso, il va être un peu plus structurant, donc ça va me permettre de faire une couche assez lisse. Je vais en mettre qu'une, on pourra en mettre 2, 3, 4, aller beaucoup plus loin. L'objectif ici, c'est que on ne veut pas que votre peinture... c'est évident, c'est que si vous regardez de plus près votre toile, on a le grain un peu de partout ici sur la toile, et le souci, c'est que ce grain, il peut avoir tendance, quand la peinture est liquide, et ça va être notre cas, d'absorber un peu trop la peinture. Donc on peut avoir des alvéoles qui vont se dessiner, on peut avoir des manquements, des trous. C'est vraiment, c'est un peu disgracieux, donc le but, si on veut bien faire les choses, c'est de travailler avec du molding paste. Avant d'appliquer le molding paste, donc, pourquoi je travaille sur du 15 par 15? Je vous en ai pas parlé. 15 par 15, c'est un bon compromis. Je vous recommande surtout pas de travailler sur du cran quand on fait du pouring. En tout cas, pas au début. C'est un piège. Il faut vraiment maîtriser les mélanges pour arriver à faire ce que l'on veut sur des grands formats. Pourquoi? Parce que déjà, plus c'est grand, plus on manque de contrôle. Et puis les alvéoles, tout ce qui est alvéoles, les alvéoles vont jamais être très très grandes. On cherche toujours à faire des grosses alvéoles. On a du mal à le faire. Ça dépend des produits. Donc pour commencer, le mieux pour avoir du résultat et pas gaspiller trop de peinture, vraiment, prenez du petit format, voire encore plus petit que moi. C'est pour ça que moi j'ai utilisé du 15 par 15 là, et c'est amplement suffisant. Je sais que pour beaucoup, leur rêve c'est de faire des très grands formats. C'est compliqué, beaucoup plus qu'il n'y paraît, donc je vous recommande de faire petit. Donc ici, moi du molding paste, comme je vous ai dit, en molding paste, prenez n'importe lequel. Vous pouvez prendre du gesso, il n'y a aucun souci. Peut-être un gesso classique, hein, voilà. Moi je vais en mettre qu'une couche, donc je mets un peu de produit, je l'applique au couteau. Pourquoi? Parce qu'avec mon couteau, je vais pouvoir donner un peu plus de finition et vraiment bien lisser le tout. Donc, bêtement, hein, ce qui est bien ici, c'est qu'il y a un diffuseur sur celui-là, vous pouvez y aller directement. Donc ouais, j'y vais en plusieurs fois. Si vous n'êtes pas sûr de la quantité, faites comme moi ici. Vous mettez une petite quantité, puis vous mettez des petits coups de couteau. Alors vous partez du centre, vous pouvez faire des mouvements sans trop appuyer, il faut laisser du produit, hein. Le but, c'est qu'on fasse disparaître petit à petit le grain de la toile. Plus vous appuyez, plus le grain de la toile va réapparaître. Et le but, c'est de garder quelque chose d'à peu près lisse. Alors il y aura toujours quelques coups de couteau, c'est pas grave. C'est pas grave, hein. Et faites attention, donc moi j'en remets un peu, mais mettez-en pas trop. Si vous en mettez trop, au bout d'un moment, ça va déborder. Mais le but, c'est quand même d'aller bien couvrir tous les bords. Donc on commence toujours par le centre et on écarte petit à petit. Essayez de ne pas gaspiller de produit. Toujours agréable de travailler au couteau. Bon là, en soi, on ne travaille pas vraiment. Je fais que mettre du molding paste, hein. Mais on peut... Les techniques sont les mêmes quand on travaille avec de la couleur au couteau. Alors voilà pour moi, j'y suis allé plus ou moins grossièrement. Une couche très fine. Alors, ça va retomber. La toile va en absorber un peu, donc même si c'est joli au début et que c'est parfaitement lisse, la toile va en absorber un peu. Alors si après on est vraiment très exigeant, on peut en passer une deuxième couche, une troisième couche, il faudra juste attendre que ça sèche. Ici, je passe mon couteau en mettant un peu d'angle en fait, à peu près 45 degrés. Pourquoi? Pour enlever les trop-pleins de peinture sur le côté qui pourraient... déjà c'est disgracieux, c'est pas très beau, et ça va influencer la façon d'écoulement de la peinture en fait. Alors voilà, j'ai travaillé à peu près proprement, donc il n'y en a pas vraiment en fait, hein. Mais faites bien le tour. Faites bien le tour si ça a pas mal débordé. Voilà, je vais laisser sécher ça, et puis après on pourra envisager de commencer de travailler. Voilà, c'est reparti, mon molding paste est sec, totalement sec. Donc comme on peut le voir, résultat lisse, assez lisse du coup. On voit pratiquement plus le grain de la toile. Donc c'est bien, ça va nous permettre de pouvoir travailler correctement et de ne pas avoir de soucis avec la toile. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est parti, tout simplement on va préparer nos peintures. Alors là c'est un peu le travail d'alchimiste. On va préparer nos différentes peintures, à savoir qu'il va falloir tout simplement un récipient de cette façon-là pour chaque peinture. Donc ici en l'occurrence, 3 peintures, 3 petits bocaux comme ça, un peu plus grand pour le résultat final, même si j'aurais pu en prendre un petit parce que là on va pas les remplir, on va pas faire l'erreur comme la dernière fois de mettre trop de peinture. Et puis un que je vais garder et un que je vais utiliser pour le silicone.
Alors, le silicone, on va vraiment en mettre une toute petite quantité, c'est ce qu'on verra après. Donc, c'est-à-dire, on va bien utiliser une seule goutte dans notre cas, sinon ça va être le drame, il va en avoir de partout. Pourquoi? Parce que plus il y a de gouttes, plus les alvéoles sont petites et plus il va avoir d'alvéoles. Et avec une goutte, même en mélangeant un peu, elle va se fractionner, donc on va quand même avoir quelques alvéoles bien sympas, mais elle n'est pas au-delà d'une goutte pour ce type de tableau. Notre blanc, on va mettre du silicone dedans, mais uniquement dans le blanc. C'est ma recette, je fais ça comme ça. On va faire du 30-30-30, donc 30 de peinture, 30 de médium, ici médium de lissage, et 30 d'acrylique. Alors, donc moi pour le médium de lissage, j'utilise donc le médium de lissage, celui de Liquitex, enfin, un médium de lissage prévu à cet effet. Pas forcément, je ne vais pas utiliser les écrits de d'autres produits comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est parti, je mets un peu de peinture. Alors le blanc, on va mettre un peu plus que les autres, donc je fais une petite quantité quand même. Mon médium. Donc j'ai mis mes 2 tiers. Avant de rajouter mon tiers d'eau, je vais déjà tout simplement mélanger. Alors, à savoir que là j'ai que des petites touillettes en plastique. Bon, j'ai pas mes petites touillettes en bois. Je sais, c'est pas bien, mais bon là on va faire avec. Je fais avec en tout cas. Et de plus, touillettes vraiment petites, donc pour le mélange c'est vraiment pas... C'est pas très pratique, ça, je vais mettre 3 fois plus de temps. Mais je vais vous épargner ça. Donc je mélange bien ma peinture et mon médium de lissage. Et je rajoute de l'eau. Pour mon dernier tiers d'eau, attention, ça fera toute la différence, allez-y tout doucement. Vous mettez un peu d'eau, un peu d'eau, un peu d'eau. Mettez pas votre tiers d'un coup. Moi j'y vais direct avec le spray, j'en mets un petit peu comme ça. Je mélange. Et puis voilà, et je vais continuer à rajouter mon eau jusqu'à avoir le résultat escompté. Le résultat escompté, comme vous pouvez le vérifier, je vous le montrerai après le mélange, c'est le fait d'avoir des petits filaments. Voilà, mon premier pot est ok, donc j'ai ma peinture, pas trop collante, pas trop liquide, voilà. Maintenant, je vais faire mon deuxième mélange. On va prendre le violet. J'ai besoin d'un peu moins de peinture pour le violet. Donc voilà, j'en mets un peu. Je mets mon médium. L'avantage avec les médiums, les vrais médiums, qui sont prévus à cet effet, contrairement à colle à bois ou à plein d'autres choses, ça dénature pas votre couleur. Vous gardez la même couleur, une couleur qui est tout aussi intense qu'au départ. C'est un peu la force de ces produits-là. Des fois, on a envie de substituer ces produits par, comme je disais, de la colle à bois, ou certains produits, mais qui ne sont pas issus du milieu des beaux-arts, ou qui ne sont pas faits pour être mélangés avec de la peinture, ils vont vraiment ternir considérablement votre peinture et ça ne va pas fonctionner. Donc faites attention à ça. Je rajoute mon eau. Bon, voilà pour le mélange. Alors là, je le fais avec une cuillère parce que c'est plus pratique, mais pour vérifier que ça fonctionne bien, regardez que voilà, il faut que votre peinture fasse de beaux filaments comme ça. Si vous avez des beaux filaments qui se suivent comme ça, et que votre peinture ne fasse pas trop de gouttelettes, ou qu'elle ne soit pas stockée dans votre cuillère, voilà, ça montre bien que la densité de la peinture est parfaite. Ensuite, avant de faire la troisième couleur, j'ai oublié quelque chose. On va préparer le silicone. Alors silicone, moi, j'ai une version, je vous ai expliqué tout à l'heure, WD-40, qui peut être n'importe quel autre lubrifiant du moment où c'est lubrifiant avec silicone. Les WD-40 ne fonctionnent pas toutes, donc voilà, silicone, c'est ce qu'on cherche. J'en mets un peu là-dedans, j'en mets un peu dans mon récipient. Alors attention, c'est une étape facultative, je vous le redis, qui est un peu indélicate. Alors, ça fait, vu qu'il y a du gaz, on va attendre que ça retombe un peu, parce qu'effectivement, du coup, vous vous retrouvez avec une sorte de mousse, c'est pas bon. Il faut que cette mousse devienne liquide. Donc vous attendez un petit peu vraiment que la mousse s'estompe et qu'on obtient vraiment uniquement qu'un liquide. Avant de vous expliquer que le silicone, ça peut paraître simple, mais c'est pas évident à utiliser. C'est pas évident à utiliser, vous risquez d'avoir pas mal de petits soucis, donc attention. Donc attention, ne l'utilisez pas forcément la première fois. Si c'est votre premier essai pouring, mettez le silicone de côté. Vous risquez de tout gâcher pour rien, ça serait dommage, parce que les produits sont différents, parce que le silicone, c'est très, très incontrôlable, encore plus que le reste. Mais c'est ce qui permet, techniquement, de faire de belles alvéoles, quand c'est maîtrisé. Voilà. Là, on verra dans notre cas si ça fonctionne. Donc je vais prendre ma petite pipette, je vais vraiment prendre qu'une goutte
Je peux en prendre un peu plus dedans, mais je fais attention de ne pas prendre de mousse. L'objectif est vraiment de mettre uniquement une goutte dans mon blanc, comme je vous l'ai dit. Hop, une seule. On pourrait tenter d'en mettre d'autres, mais je vous laisse essayer, vous verrez ce que ça va donner. C'est pas forcément une bonne idée. Je mets mon blanc de côté pour pas trop le secouer. Et on va continuer avec la préparation de la couleur or. Alors la couleur or, ici la couleur dorée elle est assez sympa. Alors là ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais ça fait des années que je l'ai. La peinture est encore en bon état, il n'y a pas de souci, hein, le tube est resté fermé. Je vais en mettre pareil, peut-être un peu moins que le violet. J'en mets un peu dans mon récipient de la même façon. Et on recommence, on continue, hein, on continue. La seule chose qu'on ne va pas mettre ici, on ne met pas de silicone ici, on va juste faire notre tiers peinture. Tiers médium. Et un peu d'eau et on continue notre travail de mélange. Ça y est, j'ai mes 3 couleurs, on touche au but. On va laisser se reposer. Pendant ce temps-là, on va mettre en place les punaises pour préparer notre châssis. Donc on aurait pu le faire avant, effectivement ça aurait peut-être été mieux. Je retourne mon châssis et je vais tout simplement mettre 4 punaises derrière. Hein. Alors moi je les mets sur le cadre à l'endroit où le bois est brut, hein, pour éviter de retranspercer la toile, il n'y aura aucun intérêt. Ne vous inquiétez pas, on les enlèvera après la création, c'est juste pour permettre à la peinture de couler. Je vais vous expliquer ça dans le détail après. Voilà, vérifiez que les punaises soient bien enfoncées, tout au même niveau, hein, pour pas refaire baisser. Pour que notre châssis reste plat. Ok, c'est parfait. Maintenant, attention. Je prends mon pot, et dans ce pot, je vais mettre mes différentes couleurs. On peut faire plusieurs passages, moi j'en fais qu'un. Plus on fait de passages, plus il y a de complexité sur les formes, et ça risque d'être le drame. Il vaut mieux commencer très simple. Donc, et même en restant simple, vous allez voir qu'on perd beaucoup de contrôle. Hein. Je vais d'abord mettre mon violet. Ok. Ensuite, ma couleur or. Je vais peut-être pas forcément tout mettre. Ensuite, je mets tout mon blanc. J'essaie d'y aller doucement, de bien mettre au centre. L'ordre, bien sûr, change tout. Et si je remue trop, le silicone va aussi réagir. Et on va avoir beaucoup trop d'alvéoles. Ok. Maintenant, je vais retourner ma toile. Hop, de cette façon-là. Je mets mon pot bien au centre. Je regarde dessous, que ce soit bien au centre. Parce qu'après, on n'a plus trop droit à l'erreur. Je retourne, attention. C'est là que tout se passe. Je mets mes cales en carton sous la main, prête à être utilisée. Alors je vois que la peinture, pas mal de peinture est restée en haut, montrant que peut-être, c'est peut-être pas assez liquide. Donc je vais attendre que ma peinture continue à couler un peu. Et quand on est prêt, on lève. Attention, c'est parti. Donc j'espère ne pas manquer de peinture. Je vais bouger un peu ma toile comme ça pour faire bouger ma composition très légèrement. Toujours un peu stressant cette étape-là. Pas d'inquiétude s'il n'y en a pas tout de suite sur les bords. Ok. Stop, je vais figer là. Alors, je regarde vite si la peinture ne repart pas. J'ai l'impression qu'ici, c'est un peu penché vers le haut, donc je recale. Je regarde comment je me mets sur le côté, je regarde comment évolue ma peinture rapidement. Ok, on a déjà un résultat qui va évoluer, mais on a déjà un premier résultat. Toujours stressant. Si vous avez des petites bulles, vous pouvez mettre un coup de décapeur thermique. Il y a aussi l'approche chalumeau pour les alvéoles, mais je ne vous la montrerai pas ici parce que ça change beaucoup de choses aussi. Ici, vous pouvez directement avec le doigt venir tirer un peu pour remettre un peu de peinture, vous voyez, parce que vous avez une quantité de peinture. Si sur les bords ça manque un peu,
On peut faire de la même façon, voilà, comme je viens de vous le montrer, en espérant que ça n'altère pas trop. Après, on pourra repeindre certaines zones, hein. C'est pas forcément gênant. Ou y aller directement avec le couteau très légèrement. Alors, vous voyez, tout de suite ça marque, parce qu'on a du violet dessous, bien entendu. La partie blanche en haut, ici, je ne vais pas la toucher. Parce que j'aimerais bien que ça reste blanc, donc limite, je pourrais remettre de la peinture, et sinon, on ne va rien toucher. Alors, la peinture est assez compacte, donc c'est bien, ça ne coule pas. Maintenant, on va attendre un peu le séchage, on va attendre que ça se fige un peu. Le but, c'est d'essayer d'avoir ce résultat pour qu'il ne bouge pas trop. Si c'est trop liquide, ça va partir dans tous les sens. Là, on veut garder cet aspect-là. Donc, on va attendre le séchage. Les alvéoles vont arriver entre-temps. Ça arrive pendant le séchage, vous allez voir, entre le résultat que j'ai ici et à la fin, ça ne sert à rien à voir. On a des alvéoles ici, de toute façon, on en a ici, ici, on en a un peu ici. Ici, c'est un peu bougé, c'est un peu le carreau, mais ça peut donner quelque chose de sympa. Pour ce qui est de la poudre d'or, on en mettra un tout petit peu, mais après, pas tout de suite. Donc je vais commencer à attendre un tout petit peu le séchage, et je vous retrouve dans un petit moment pour voir comment aura évolué le tableau. Donc on a quelques traces d'or ici, c'est pas mal. Ça va évoluer, vous allez voir, ça va bouger. Je suis quand même content du fait qu'il n'y ait pas, c'était pas trop liquide. Quand c'est trop liquide, ben, tout va couler, et puis ben, c'est tout gâché, quoi. Je vais mettre un peu de poudre d'or. Ça, c'est une petite expérimentation que je fais, je ne sais jamais trop quand la mettre, mais c'est une idée qui m'est venue, en plus de la peinture d'or. C'est-à-dire que c'est des pigments que j'ai depuis longtemps, hein, que j'utilise des fois pour faire une peinture, donc je peux l'utiliser avec un liant. Et donc c'est tout simplement une poudre. C'est une poudre hein, que normalement on mélange avec un liant. Moi je vais en utiliser un tout petit peu pour parsemer ma toile, en mettre un petit peu dessus. J'en mets un petit peu dans mon capuchon. Et je vais essayer d'en mettre un petit peu sur ma toile de cette façon-là, très délicatement. Doré. Des petites étoiles dorées. On va voir ce que ça donne. On va y aller avec parcimonie. Hop, stop. Je prends le reste, je remets dans mon pot et on verra bien ce qu'on en fait. On verra si on continue à en mettre. Je ne sais pas du tout comment ça va évoluer au séchage, mais malheureusement, j'ai peur que ça ne reste pas comme ça. J'aimerais bien que ça reste comme ça, parce que là, j'aime bien l'idée. Le blanc scinde bien le violet, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, vous prenez votre mal en patience. Hein. Vous laissez sécher. En fonction, c'est très différent en fonction des produits que vous avez utilisés, en fonction de la quantité d'eau. Voilà, mais laissez le temps. Par contre, ça va se ternir. Hein. On sait qu'avec l'acrylique, ça se ternit. C'est pour ça aussi, d'où l'utilisation du blanc et du violet, parce que entre le mélange des deux, ça permet d'éclaircir un peu la teinte. Du coup, après séchage, ça ne sera pas forcément choquant. On va pas avoir quelque chose de trop foncé. Ben voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. On va attendre le séchage, on va voir où ça nous mène. Et me revoilà après séchage du tableau. Bah écoutez, je suis très content. Je suis très content, regardez ça. Ça n'a pas bougé. Pratiquement pas. Du coup, on a gardé à peu près les alvéoles qu'il y avait au départ, différents nuancés de violet qui sont parfois plus ou moins mélangés avec le blanc, tout en gardant des zones qui sont quand même bien scindées. La poudre d'or s'est figée dans la peinture, vu que je l'ai jetée dans la peinture qui était encore fraîche. Pour la couleur or, on a quelques petites nuances ici, ici, ici. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Le blanc est assez dominant, c'est ce que je voulais, parce que généralement, le pouring, on met tellement de peinture, on met tellement de silicone qu'on se retrouve avec quelque chose de grisonnant, de trop chargé, de pas assez aéré, d'étouffant, avec des mouvements, vous savez, qui oscillent dans tous les sens, et c'est totalement disgracieux. Alors que là, on a quand même de la légèreté. Ça aurait pu être encore plus léger, parce que cette zone est un peu chargée. Mais voilà, je trouve que le résultat fonctionne bien. Franchement, je suis content du résultat. J'ai renourri ici, j'ai remis un peu de peinture blanche. Alors ça manquerait de matière, il faudrait encore que je charge un peu plus. Alors je l'ai fait pendant le séchage. Hein. J'ai tout simplement utilisé une peinture blanche, et puis j'y suis allé au couteau, hein, avec une peinture assez diluée. Ça m'a permis de combler le trou ici. Non mais sinon, regardez, je suis quand même bien content. Hein. Les teintes ne se sont pas forcément ternies. Alors maintenant, l'étape d'après, soit on pourrait travailler au pinceau par-dessus, comme il m'arrive de le faire souvent. S'il y a des manquements ou si je veux rajouter une couleur, je peux travailler, même faire des glacis. Je pourrais très bien aller renforcer un peu ces violets.
ou prendre quelques zones blanches et mettre par exemple un peu de magenta, faire différentes choses. Ici, on va faire simple. On va pas nuire à ce tableau, on va pas aller plus loin. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va finir les préparatifs. Donc, prochaine étape, la signature. La signature, je la fais au Posca, je vais vous montrer comment. Voilà, maintenant, on va passer à la signature. Mais avant ça, donc restez bien jusqu'à la fin, il y a encore des étapes, hein, on n'a pas fini. On va faire encore des petites choses, soit pour les bords, la signature, le vernis. Au niveau de la signature, je la fais au Posca. Le Posca, c'est ce genre de stylo. J'utilise une taille 0,7 de mine. Comme vous pouvez le voir ici, 0,7, couleur noire la plupart du temps. J'en ai un noir et un blanc. Alors pourquoi le Posca? Parce que quand j'ai commencé la peinture acrylique, je me suis entraîné au pinceau, le résultat n'était pas forcément toujours le même. Même avec de l'entraînement, j'étais assez déçu, donc je me suis dit, je vais essayer de voir quelles sont les alternatives. J'ai trouvé cette alternative. Donc le Posca, qu'est-ce que c'est? C'est un stylo, hein, rempli de peinture acrylique. Voilà, ici taille 0,7 pour la mine, donc c'est une taille plutôt fine. Ça vous permet de signer vos tableaux avec la plus grande des facilités. Donc je vais marquer ici comme si j'étais sur du papier. C'est le gros avantage, donc c'est rempli de peinture acrylique. Avant tout ça, on va enlever les petites épingles qu'on a derrière. En fait, on n'en a plus besoin. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Quand on les enlève, c'est qu'on a fini le tableau. Des fois, vous avez un peu de peinture comme ça. N'oubliez pas de l'enlever. En théorie, c'est sec, donc vous pouvez gratter et comme ça l'enlever. On peut l'enlever comme ça. On pourra le faire après. Bon, tout ça, je le ferai après ici. Voilà, je le pose. Je suis bien content du résultat. Je me répète, mais c'est tellement aléatoire avec le pouring, c'est tellement, voilà, ça change tellement que... Bon, on passe à la signature. Alors moi, j'aime bien signer dans le sens de la composition. Je vais pas signer en bas à droite ici. Alors ici, deux options. Soit je signe en noir ici, dans le sens de ma composition, soit je prends du blanc et je signe dans mon violet. Ça pourrait changer, mais j'ai envie de signer en noir. Donc je vais signer ici, je vais m'octroyer un peu de place sur la zone blanche. Je vais surélever ma main. Donc je prends quelque chose qui fait à peu près la même hauteur. Je vais venir y mettre ma main, voilà, comme support, ici une éponge. Parce que si je suis comme ça, j'ai moins de précision, hein, forcément. C'est comme quand vous peignez. Je fais des petits essais à côté, je regarde que mon Posca est bien chargé. Sinon vous l'amorcez, vous, hein, il faut mettre des coups comme ça, le secouer, appuyer sur la mine plusieurs fois. Être sûr que votre Posca soit assez gorgé en peinture. Et puis ici, on va faire une mini signature. Voilà, sinon on pourrait signer sur le côté, on peut signer derrière, on peut faire plein de choses différentes. Alors le Posca, bien entendu, vous pouvez vous en servir, pas uniquement pour la signature, vous pouvez très bien dessiner avec, à la base c'est l'utilité de ce support-là. Les graffeurs l'utilisent beaucoup, des Posca avec des mines très très épaisses, pour pouvoir taguer, pour pouvoir faire plein de choses. On aurait pu faire le contour de la forme, on aurait pu tracer des traits, on aurait pu faire plein de choses en fait. Expérimentez. Amusez-vous avec le Posca, vous verrez qu'il y a pas mal de choses, on a tendance à l'oublier. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mes bords en noir. Alors, je sais que beaucoup vont dire, quoi, les bords en noir, au secours, pourquoi il fait ça? Alors, je m'explique. Moi, en fait, j'adore créer un contraste. Alors, c'est une question de goût, hein. J'ai toujours fait ça sur mes tableaux. C'est-à-dire que si je prends voilà, les tableaux que je fais de façon un peu plus classique habituellement, bon, il est beaucoup plus grand, comme vous le voyez, je fais les bords en noir, parce que ça crée un beau contraste, c'est vraiment sympa, quoi. Ça permet de scinder l'univers, de garder quelque chose de propre tout autour de votre tableau. Par contre, quand on fait du pouring, c'est vrai que souvent la peinture coule, donc on peut la faire couler un peu plus pour que ça continue sur les bords, et certains aiment bien garder le tableau comme ça. Moi non, moi je trouve que c'est pas propre du tout, je supporte pas. Donc, je vais jusqu'au bout et je fais mes bords en noir. Je sais que c'est qu'une question de goût, et la dernière fois j'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui me disaient c'est dommage de ne pas laisser comme ça avec la couleur, c'est une question de goût. Je prends une palette habituelle, mes couvercles de peinture, je mets un peu de noir, et je vais tout simplement travailler au rouleau. Je mouille soit un peu ma peinture, soit un peu mon rouleau, et puis c'est parti. Après, on peut commencer à bien charger le rouleau comme ça, de cette façon-là. Donc, je vais bien faire 2 ou 3 couches autour de mon tableau. Le rouleau, pourquoi? Ça permet de garder quelque chose de bien droit, des bords bien propres. Alors là, je lève mon châssis, non, je le fais à plat. Mais c'est pour que vous puissiez voir dans la vidéo. Et voilà, regardez, moi j'adore. Ça scinde vraiment le tableau, ça fait quelque chose de propre, ça crée du contraste. J'adore. Je me répète, hein, ceux qui connaissent déjà mes cours, vous savez que des fois je m'extasie encore plus quand je fais mes bords. Pardon, je parle beaucoup, hein, y en a qui me le reprochent, mais tant pis, je suis comme ça. Moi j'adore faire les bords, enfin je trouve que c'est en fait
la petite touche finale sur votre tableau, et qu'en fait elle est super importante. Elle est super importante. Donc là, vous le tapotez dans les angles pour charger un peu plus. Elle est super importante parce que bah voilà, c'est la fin. C'est l'étape ultime avant le vernis. C'est ce qui permet vraiment de dire, bon, bah, mon tableau, il est fini, j'y touche plus, quoi. Vous appuyez pas trop, mettez toujours le même angle pour pas trop déborder. Voilà, j'ai déjà presque trop débordé. Donc je fais attention. Et voilà. Ah, je trouve que ça rajoute quelque chose. Franchement, j'adore. Regardez ça. Vous voyez, ça vraiment... Ça vient appuyer la composition, hein. C'est bête à dire, mais... Donc moi, je vais mettre un coup de décapeur thermique autour, je vais laisser sécher, et puis je vais refaire une seconde couche. 2 couches suffira, hein. La Système 3, la peinture que je vous ai présentée ici aujourd'hui, elle est quand même bien opaque, hein. C'est une super fine. On est entre l'extra fine et la peinture fine. Du coup, regardez, l'opacité en une seule couche, l'opacité que j'ai. Et pourtant, j'ai bien mouillé la peinture. Donc c'est des très bonnes peintures. Franchement, je vous recommande. Maintenant, je travaille pratiquement qu'avec ça. Bon, aujourd'hui, par contre, oui, c'est vrai que pour ce que j'ai fait pour les autres teintes, je vous ai montré quand même pas mal d'autres marques de peinture parce que j'ai récupéré ce que j'avais. Et c'est aussi pour vous montrer qu'en fait, les peintures acryliques, elles sont toutes compatibles entre elles, il n'y a aucun souci. Vous pouvez prendre une fine d'une marque, une extra fine d'une autre, et il n'y aura aucun problème de compatibilité. Je suis content. Alors là, vous voyez, c'est un peu blanc. Là, on est vraiment dans les détails, mais je vais venir manger un peu sur l'angle avec le rouleau, je le fais très souvent. Si ça ne choque pas, vous pouvez le faire, et après vous rééquilibrez avec le reste des bords, vous pouvez venir manger un peu aussi sur les autres bords. Toujours très, très en finesse, avec une peinture diluée. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal, hein? Un petit pouce levé si vous aimez, pour me soutenir. Mais attendez, l'effet qui se coule, c'est qu'on va le vernir, avec un beau vernis ce tableau. On va gagner un peu en intensité au niveau des teintes. Ça va être encore un peu plus éclatant. On va avoir une matité qui va être... On va avoir aussi une matité qui est plus homogène. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui brillent plus que d'autres. On va avoir une matité brillante de partout. Donc c'est la prochaine étape. Il faut vraiment que votre tableau, avant d'être verni, soit parfaitement sec. C'est-à-dire pas sec uniquement qu'en surface, comme c'est le cas ici. Il faut laisser vraiment une demi-journée, voire plus, pour être sûr que ce soit parfaitement sec. C'est ce que je vous recommande. On se retrouve pour l'étape finale, le vernis. J'ai laissé vraiment 12 heures de séchage, donc il n'y a pas de souci. Alors pourquoi vernir un tableau? Je vous en reparle ici rapidement, mais en fait, vernir un tableau, ça a plusieurs avantages. Donc, premier avantage, c'est la protection. Vous allez protéger votre œuvre des agressions extérieures. Les projections, éventuellement les UV, la pollution, les fumées. Et croyez-moi, c'est important parce qu'avec le temps, rien qu'avec les fumées de cigarettes ou autres, un tableau il va vite jaunir. Vraiment. Alors que si vous utilisez un beau vernis, après vous pouvez nettoyer le vernis, vous aurez une belle couche de protection. La deuxième que j'adore, c'est bien sûr la finition. Vous avez différentes matités avec les vernis. Déjà, vous avez plusieurs types de vernis. Je ne vous en parle pas ici parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet qui est très complète. Et puis j'en ai souvent parlé. Vous avez solvant liquide et des vernis en bombe. Moi, j'utilise la plupart du temps maintenant un solvant liquide de cette façon-là. De Liquitex, c'est pour l'instant de loin celui que je préfère. Que ce soit par sa facilité d'application et surtout par le résultat, par le rendu. Moi, je prends une finition brillante, donc c'est-à-dire que le rôle ici du vernis, c'est aussi d'unifier la matité. Vous avez plusieurs finitions. Donc brillant, tout votre tableau va être très brillant. Mat, c'est l'extrême contraire. Et satiné, c'est pour ceux qui sont un peu frileux, c'est entre les deux. Alors, quand je vous dis que ça va unifier la matité, qu'est-ce que ça va faire? C'est-à-dire que, bon, ici, ça le fait pas trop, mais si vous regardez quand même, bon, la poudre d'or ou certaines taches de peinture, vous pouvez voir qu'on a des différences de reflets. On a des endroits où ça brille, on a des endroits où ça brille pas. Et bien c'est de cette façon-là que le vernis va unifier la matité. Et moi ce que j'adore aussi, c'est que ça révèle un peu les couleurs. Donc on va avoir cette belle brillance et ça va révéler, vous allez voir que nos violets, les violets qui sont un peu plus clairs, vont gagner un peu en intensité. Alors pour vernir, rien de plus simple. Moi je le fais avec un pinceau mousse, j'ai pris ici un format beaucoup plus petit. Pinceau mousse, donc j'ai pris volontairement, d'habitude je travaille avec un pinceau mousse plus grand, mais là j'ai pris la petite version parce qu'on travaille sur un petit tableau. Ça vous permet de bien vous montrer l'application. Alors n'ayez pas peur, avec ce type de vernis, il n'y aura pas besoin de rajouter de l'eau. Donc vous ne pouvez pas vous tromper au niveau des mélanges, vous aurez tout de suite un produit qui est prêt à l'usage. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle des passages croisés. Première couche
dans ce sens. On va bien attendre le séchage. Deuxième couche, on croise. Après, on peut réitérer avec troisième couche, puis une quatrième couche. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Moi, j'y vais le plus simplement du monde. Je mets un peu de produit. Ici, on ne va pas trop en mettre. Voilà, directement sur ma toile. Et je vais appliquer mon produit avec un seul côté de mon pinceau mousse, ici, dans ce cas-là. Vous pouvez vous pencher pour être sûr que votre vernis épouse vraiment tout le tableau, qu'il n'y ait pas de manquement, parce qu'il y a toujours des endroits où ça va, voilà. Ou des fois ça va pas remplir, et j'étale bien mon vernis, et je n'utilise pas une couche trop généreuse pour l'instant. Et voilà, et je fais des bandes tant qu'il y a du produit. Après, je vais en rajouter un petit peu. Et vous voyez, c'est simple, hein. Je vais faire ça sur tout mon tableau. Alors là, on est vraiment sur une petite pièce, donc aucun souci. Moi, je me penche toujours pour regarder, pour être sûr, hein, grâce au reflet de lumière, qu'il n'y ait pas d'endroit où le vernis ne s'applique pas. C'est le seul piège, en fait. Voilà. Et voilà pour la première couche. Attention, moi, je vais jusqu'à utiliser ce qui reste sur le pinceau pour faire, bien entendu, les bords de mon tableau. Je ne penche pas trop, hein, pour pas que ça coule. Bon, en théorie, ça coulera pas, c'est un bon produit. Il est plus ou moins figé. Par contre, mettez surtout pas les doigts dedans. Vous ne faites rien tomber dedans. Ça m'est arrivé. Voilà. Et on a déjà un résultat très brillant. Alors, vous inquiétez pas, certains vont dire, oui, il y a des traces, on voit des traces droites. À cause du passage, ça va s'aplatir. Ça va s'aplatir, c'est normal. Il faut laisser le produit le temps que le produit agisse et vous allez avoir une finition bien fine. Par contre, ne vous attendez pas à avoir un résultat aussi brillant et aussi épais que ce que l'on voit actuellement. Après séchage, ça va un peu se tasser. Par contre, regardez, les couleurs sont bien... J'aime bien. Une belle intensité. On a un beau violet, ça ne se voit pas forcément à la caméra, mais croyez-moi, ça fonctionne bien. Je vais tout de suite laver mon pinceau mousse, histoire de pouvoir refaire une autre couche. Donc voilà, vous vous référez au produit pour les temps de séchage, ça dépend. Je ne vais pas m'avancer ici, ça dépend du vernis que vous utilisez. Mais une fois sec, je vais revenir et je vais refaire mon tableau. Petite astuce, vous pouvez mettre un petit air, un petit ventilateur avec un air frais, surtout pas chaud. Surtout pas chaud. Voilà, donc c'est parti pour une deuxième couche. Alors comme on peut le voir ici, c'est sympa, mais on peut combler un peu les trous et avoir une finition bien plus brillante que ça, hein. Donc jamais s'arrêter à une couche de vernis. De toute façon, c'est pas régulier, il y a toujours des endroits où... Voilà. Il faut clairement, au moins deux. Le secret, c'est pas trop de produits, mais plus de couches. Plutôt que peu de couches et trop de produits. Parce que l'erreur de débutant, c'est tout de suite voir une belle finition, donc on remplit, on remplit, on remplit. On va gaspiller du produit, ça se passe pas comme il faudrait. Donc, prochaine étape, j'en mets un peu dans la longueur comme ça, et puis en fait, je vais faire... je tourne un peu mon tableau, mais en fait, je croise. C'est-à-dire que je vais faire un passage dans l'autre sens. Dans le sens que je n'ai pas fait, bien sûr. On essaye de ne pas trop repasser les endroits qu'on a fait. C'est pour ça qu'il faut bien soigner chaque bande, chaque passage. Voilà, deuxième couche de vernis, ok. Je vais peut-être en faire une troisième que je ne vais pas montrer à la caméra. Le concept est juste de repartir, de recroiser une fois de plus, donc je refais le même type de passage que j'ai fait lors de ma première couche de vernis. Attention, je vous en parle maintenant, mais je vous l'ai souvent dit. Les signatures au Posca, elles mettent parfois un peu de temps à sécher plus que l'acrylique, donc chauffez un peu avec votre décapeur, avec un sèche-cheveux, avec tout ce que vous voulez, un radiateur. Chauffez un peu plus votre signature, sinon elle va mettre plusieurs jours parfois à sécher. Et quand vous allez passer votre pinceau, vous allez avoir une traînée sur la signature. Faites juste attention à ça, mais j'en ai très souvent parlé. Et voilà mes amis, tableau fini, 3 couches de vernis, donc je suis bien content du résultat, j'espère que vous aussi. Donc pour vous montrer d'un peu plus près... Donc comme vous pouvez le voir, résultat bien brillant, vraiment très brillant. Ce qui est plutôt sympa, surtout quand on fait du pouring. Même les bords, vous voyez, sont vernis. Donc que dire, ça fonctionne bien, on a différentes teintes, on a nos violets, on a les petites touches d'or qui sont assez discrètes, qu'on retrouve un peu ici, qui sont, là ça s'est un peu dilué, mais on les retrouve ici de façon, voilà, discrète comme j'ai dit, et je trouve ça plutôt sympa. On voit que les alvéoles, une seule goutte a quand même permis de travailler, grâce au mouvement, à avoir quelques réactions. On le voit ici, on le voit ici.
On a quand même quelques cellules qui sont un peu déformées, mais ça garde tout son intérêt. L'ordre des couleurs qu'on a utilisé, que je vous ai proposé, permet vraiment d'avoir un beau blanc qui est dominant sur le fond. Ça donne vraiment l'impression d'une belle composition. Ici, on n'est pas sur l'habituelle spirale qu'on trouve de partout, ou les petites cellules qui sont toutes déformées. On trouve parfois, malheureusement, quand on expérimente le pouring. Donc là, là c'est plus subtil, donc j'aime bien. La petite poudre d'or, c'est le petit plus. Alors pour être honnête, l'idée m'est venue après, mais là on ne voit pas trop sur la vidéo, mais les petits points sont vraiment sympas, ça donne un petit plus. Chromatiquement, ça vient rejoindre la couleur dorée, hein, couleur dorée qui est un peu orangée, qui du coup va être une quasi complémentaire de notre violet. Donc comme d'habitude, hein, pas de hasard. C'est-à-dire que le choix de ces couleurs a été... J'ai vraiment défini ce choix de ces couleurs pour cette raison-là, parce que je savais que là on avait un combo de couleurs qui allait vibrer en théorie. Donc on a mis déjà toutes les chances de notre... Donc j'ai déjà mis toutes les chances de mon côté dès le début, sur le choix des couleurs. C'est quelque chose d'important. Réfléchissez à vos couleurs, apprenez les harmonies de couleurs, j'ai souvent fait plein de vidéos à ce sujet-là, voilà. Ce cours était totalement gratuit, c'était important pour moi de vous le donner, ça constitue quand même du boulot, que ce soit sur l'idée de départ, sur ce que je vais vous proposer, sur mes petits secrets, enfin voilà. Donc, je me dévoile beaucoup à vous et j'ai finalement qu'une chose à vous demander, c'est pas grand-chose, mais voilà, c'est de vous abonner à la chaîne. Vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne rien rater, parce qu'il va y avoir plein d'autres vidéos. Et la deuxième chose, c'est important aussi, c'est de partager. Si vous voulez vraiment participer à cette belle aventure, voilà, c'est la seule chose que je vous demande, c'est prenez quelques minutes et partagez. Vous allez voir qu'en dessous de la vidéo, vous avez un lien qui vous permet de partager la vidéo sur Facebook, sur Instagram, sur vos réseaux sociaux. Voilà, faites-le s'il vous plaît. Enfin, honnêtement, ça me ferait très plaisir et je vous remercie d'avance pour ça. Si aussi vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris des choses, si... voilà, un petit pouce levé, tout naturellement. Ça me permettra de montrer cette vidéo à un maximum de personnes. Et puis laissez un petit commentaire de soutien ou laissez vos questions en commentaire. Et ce qui peut être intéressant, c'est regarder les commentaires des autres. Parce que je ne devrais pas être le seul à répondre aux différents commentaires. C'est-à-dire que vous êtes plein à avoir une expérience en pouring, peut-être bien sûr une meilleure expérience que la mienne. Donc vous pouvez vous répondre, vous entraider. C'est vraiment ça que je veux faire avec cette chaîne. C'est que vous puissiez vous entraider, vous donner vos petits conseils. Donc regardez bien les commentaires des autres et n'hésitez pas à répondre. Je vous mets le lien de mon premier cours de pouring que vous allez avoir en fin de vidéo. Donc je vous redis ici, pour le guide du matériel, vous avez le lien dans la description, il sera aussi à la fin de la vidéo, mon guide du matériel dans lequel vous pouvez acquérir tout le matériel que j'utilise, que ce soit pour mon pouring, pour toute mon activité, pour tous mes tableaux finalement, pour tout ce que je peux faire, et je vous donne aussi mes conseils. C'est-à-dire que vous allez recevoir plusieurs mails de conseils totalement gratuits avec encore une fois de plus des techniques, le côté psychologique, les choses à faire, à ne pas faire quand on fait de l'abstrait. Enfin voilà, c'est plein de petits conseils et c'est pas uniquement pour le pouring, c'est vraiment pour la peinture acrylique au sens large. Merci beaucoup, merci encore pour cette belle aventure sur le cap des 50 000 abonnés. Et du coup, j'espère que j'aurai l'occasion de refêter les 100 000 avec vous. Je pense que ça arrivera, bien entendu. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je vous ai promis de continuer cette chaîne. Comme vous voyez, je ne lâche rien. Je cherche toujours à aller plus loin et essayer de vous donner le meilleur. Et moi, ça me permet aussi de monter en compétences. Donc c'est super. On s'y retrouve tous. Donc je ne lâcherai rien. Il n'y a pas une seconde qui passe sans que je suis à la recherche d'une nouvelle vidéo que je puisse vous proposer. Voilà, donc merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et puis éclatez-vous bien en faisant ce petit tableau.